En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie, numérique, immigration, écologie en cette année d'élection présidentielle. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous recevons Hubert Védrine, conseiller diplomatique et secrétaire général de l'Élysée durant les 2 septennats de François Mitterrand, ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Jospin. Hubert Védrine se définit lui-même comme un réaliste à contre-courant et est reconnu comme l'un des meilleurs experts de la géopolitique et des relations internationales. Une vision du monde, un volume passionnant regroupant ces textes majeurs vient de paraître dans la collection Bouquins. Sa vision du monde, il en sera question tout au long de cette émission. Hubert Védrine nous éclairera notamment sur la guerre en Ukraine. Quels sont les objectifs militaires mais aussi géopolitiques de Vladimir Poutine ? Où s'arrêtera-t-il ? Quelles conséquences pour l'Europe ? Est-ce le début d'une nouvelle guerre froide qui ne dit pas son nom ? Tout de suite, les réponses d'Hubert Védrine en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Hubert Védrine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes l'auteur de ce livre, Une vision du monde, qui regroupe des textes. C'est une anthologie de textes sur 25 ans, mais qui nous permettent de comprendre le monde actuel. Vous avez également sorti, il y a quelques mois, le dictionnaire amoureux de la géopolitique chez Plomb. De géopolitique, de vision du monde, il va en être question tout au long de l'émission. Nous essaierons de comprendre le nouveau désordre mondial et notamment cette guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. Emmanuel Macron a évoqué l'atteinte la plus grave à la paix et à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Est-ce le cas ? Oui, c'est exact et ça heurte de plein fouet la croyance, l'espérance des Européens qui, après la fin de l'Union soviétique, donc au début des années 90, a espéré vivre enfin dans une communauté internationale. C'est un terme chaleureux, communauté. C'est pas le cas, c'est une foire d'empoigne. Plus ou moins structurée, plus ou moins ordonnée. Et il faudra analyser la politique des Occidentaux envers la Russie après la fin de l'URSS. Donc l'URSS se termine quand Gorbatchev doit s'en aller, c'est fin 91. Là, il y a toute une politique occidentale qui, à mon avis, a été souvent erronée, ce qui n'excuse en rien et ne justifie en rien ce que fait Poutine maintenant, qui a pris une décision complètement absurde, à mon avis une erreur historique du point de vue de la Russie, et qui nous renvoie pour le moment au tout début de la guerre froide, la vraie guerre froide, donc après la Deuxième Guerre mondiale, quand Staline avançait ses pions en Europe de l'Est. Donc on est obligé de repenser à ça et d'oublier les visions et les illusions européennes et occidentales de la fin de l'histoire et des 20 à 30 dernières années. C'est aussi important que ça. C'est important, oui. Donc le président Macron a raison de dire à quel point c'est important. À quel point c'est un changement de paradigme. On va essayer de comprendre comment on en est arrivé. C'était la croyance des Européens, c'était pas le monde réel, ce que croyaient les Européens, mais c'est leur croyance qui est frappée de plein fouet. Là. Justement, on va essayer de comprendre comment on est arrivé là, mais vous avez expliqué que c'était une erreur historique de Vladimir Poutine, pour des raisons morales sans doute, mais aussi pour des raisons géopolitiques, pour son propre intérêt. Pourquoi vous pensez cela ? Je fais pas de moralisme, c'est toujours facile de faire du moralisme, c'est manichéen, et on est content de soi, mais ça n'a aucun effet sur les événements. Bon, donc je pense que Poutine était sur le point d'être reconnu à nouveau par les États-Unis comme un partenaire essentiel, alors qu'ils depuis longtemps ont traité la Russie avec désinvolture. Bon. Alors, je ne vais pas entrer dans le débat sur l'humiliation. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est ressentie? Est-ce qu'elle est inventée? C'est autre chose. Mais il est certain qu'il y a une politique occidentale qui a considéré que la Russie était une quantité devenue négligeable au cours de 20 à 30 ans. Et je ne suis pas seul à penser ça. Il y a beaucoup d'Américains très importants, très anti-soviétiques, comme Kissinger et Brzezinski, qui ont régulièrement critiqué la politique occidentale. Donc, en dépit de ça, Poutine, à force de provocation, en rassemblant des troupes, à force de déclarations et de harcèlement, en utilisant à fond son pouvoir de nuisance résiduelle, en quelque sorte, périphérique. Bon, il était en train d'obtenir, grâce aux efforts très remarquables du président Macron et du chancelier Scholz, mais ils étaient sur la même ligne, il était en train d'obtenir de Biden, qui n'était pas contre qu'on rouvre une négociation sur la sécurité en Europe en général,
dans lequel il y aurait eu le statut futur de l'Ukraine, mais aussi l'équilibre des forces. Les forces nucléaires, les forces conventionnelles, les manœuvres, les mesures de confiance, etc. Biden n'était pas contre ça. C'est un vétéran de la guerre froide. Et il se rappelle, ce que nous devons nous aussi nous rappeler maintenant, que pendant la guerre froide, face à une Union soviétique beaucoup plus puissante que la Russie d'aujourd'hui, qui est un pays diminué quand même, et dont la démographie est en baisse, dont l'économie ne marche pas. Bon. Sauf les réserves de change, ça c'est grâce au prix du pétrole. Bon. En tout cas, face à l'Union soviétique, qui était menaçante, dirigée par des vieillards et gâteux, souvent dangereux, en fait, avec des forces nucléaires monstrueuses, conventionnelles, assassinant plein de gens, bien pire que la Russie. Quand même, les grands dirigeants américains ont négocié. Donc la fermeté, la dissuasion et la négociation, c'est la même politique. C'est pas deux options. Ils ont négocié, ils ont obtenu des accords de limitation, puis de réduction des armements, dans notre intérêt. Dans notre intérêt. Et à la fin des fins, c'est l'Occident qui a gagné la guerre froide. Oui. Donc vous voyez, ça nous renvoie à ça. Et ça ne veut pas dire que du coup on ne fait plus rien, on ne parle pas. Oui, parce que Hubert Védrine, c'est peut-être le reproche que certains observateurs vont vous faire. Vous avez toujours été partisan d'un dialogue avec la Russie, mais Poutine était-il réellement prêt à négocier? Vous vous définissez dans le livre comme un réaliste. Est-ce qu'il n'y a pas eu une part de naïveté? Non, parce que je vous renvoie à nouveau à la guerre froide. Est-ce que Churchill et Roosevelt étaient naïfs? Ils se sont alliés à Staline. À un moment, il avait déjà tué plus de gens qu'Hitler. Bon, et puis sans ça, il n'y avait pas moyen d'avoir une coalition suffisante pour écrabouiller Hitler. Bon. Les dirigeants que j'ai cités, les grands dirigeants à partir de Nixon et Kissinger, mais les autres grands dirigeants américains, même Reagan, vous voyez, George Bush père à la fin, ils ont parlé avec l'URSS. C'était naïf? Non, c'était pas naïf. C'était de la réalité, du réalisme. Le réalisme est plus réaliste par définition, et c'est plus honnête en plus. C'est plus honnête que l'excitation moralisto-manichéenne. Bon. Donc je pense que c'est pas une erreur. Ça dépend comment on négocie, ça dépend ce qu'on dit, à quel moment, et naturellement, ce n'est pas séparable d'une position de force. Simplement, là, on a un cas très compliqué, puisque au lieu de faire le choix du sommet avec Biden, qui aurait permis de rouvrir la grande discussion dont j'ai parlé, ça changeait tout. Poutine, pour des raisons que les dirigeants ne comprennent pas, en réalité. Vous avez remarqué que le président Macron dit que Poutine a vraiment changé. Poutine a changé, et par rapport au Poutine qu'il connaissait au début de son mandat, effectivement. Alors d'abord, il y a le Poutine du début qui disait aux Russes « Celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur », mais il ajoutait « Celui qui veut la reconstituer n'a pas de tête ». Il s'est peut-être mis dans ce cas. Il a perdu la tête, Vladimir Poutine. Il y a plein de gens qui adorent ça en Occident parce que Poutine se réinstalle dans le rôle de l'ennemi irremplaçable. Et il y a plein de gens, notamment à Washington, qui ont besoin de cet ennemi-là. Mais ça c'est une parenthèse. Et j'ai noté que le président Macron avait dit que ce Poutine-là qui a fait ce choix complètement absurde à long terme, il perdra à long terme. Et puis il perdra le soutien du peuple russe. Même si le peuple russe pense comme lui sur l'histoire et sur l'Ukraine, qui est probable, qui est vraisemblable, le peuple russe ne va pas soutenir la guerre. Alors évidemment, il tient le système, mais il n'empêche que c'est un choix absurde. Donc c'est pas le même le Poutine qui fait ce choix, alors qu'il était il avait donné une sorte d'accord au président Macron sur le sommet Biden, vous voyez, qui fait cet autre choix. Là, c'est vrai qu'il y a un mystère et que l'ensemble des dirigeants en Occident ne s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient, disons, au pire, à ce que, à partir des micro-républiques autoproclamées, reconnues, il y a une sorte de grignotage dans les zones russophones. Vous voyez, ça c'est le Donbass. C'est un petit morceau de l'Ukraine. Personne n'imaginait qu'il irait jusqu'à Kiev. C'était mentionné, c'était annoncé par les services secrets britanniques. Il faut reconnaître d'ailleurs que depuis le mois de décembre, ils annoncent une offensive pour la mi-février. Donc ils ont eu quand même connaissance d'un des plans qui existaient. Mais il ne s'agit pas de dire que le plan n'existait pas. Il s'agit d'essayer de comprendre pourquoi Poutine a pris cette option, ce qui donne raison à beaucoup de gens, y compris chez vos confrères ou consoeurs, qui avaient annoncé ça. Mais c'était une des options. Et donc, Poutine a fait le mauvais choix. Il faut qu'on en tire les conséquences maintenant et qu'on s'organise en fonction de ça. Mais mon livre, il faut être honnête avec les lecteurs potentiels du livre, c'est pas un livre d'actualité.
Non, mais c'est un livre qui, avec le recul historique, permet de comprendre l'actualité. Merci Hubert Védrine d'être avec nous sur Sud Radio. Vous restez avec nous après une courte pause. Nous essaierons de nous plonger dans la tête de Vladimir Poutine. Quels sont ses objectifs militaires et géopolitiques? Tout de suite, les réponses d'Hubert Védrine en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio. Hubert Védrine répond à nos questions sur l'Ukraine et la Russie en toute vérité. Avant la pause, on se demandait, Hubert Védrine, comment on en était arrivé là. Vladimir Poutine, dans son discours annonçant la guerre, est revenu assez longuement sur le précédent du Kosovo. Je le cite, « Sans aucune autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, une opération militaire sanglante a été menée contre Belgrade. On a utilisé l'aviation, des missiles au centre même de l'Europe. On est forcé de rappeler ces faits, car certains de nos collègues occidentaux n'aiment pas se souvenir de ces événements. Et quand nous en parlons, préfèrent non pas se référer aux normes du droit international, mais à des circonstances qu'ils interprètent comme ils le jugent nécessaire. » Cette guerre du Kosovo, c'est le péché originel du camp occidental, Hubert Védrine ? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a d'autres erreurs occidentales qui est justement le fait d'avoir brandi l'idée d'une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN sans le faire, alors où il fallait le faire, ou alors ne pas le faire, mais en tout cas pas l'annoncer. Même Kissinger et Brzezinski critiquaient ça, puisqu'ils défendaient l'option d'une finlandisation, une neutralité, mais sérieuse. Donc, et puis il y a d'autres erreurs, la localisation des systèmes antimissiles, l'accord d'association, Union européenne-Ukraine, qui avait été conçu sous l'influence polonaise pour couper l'économie ukrainienne de l'économie russe. Bon, il y a plein d'erreurs. Dans l'affaire du Kosovo, alors d'abord c'est rigolo d'entendre, c'est pas rigolo, mais c'est amèrement comique d'entendre Poutine invoquer le droit international par rapport à ça. Et je rappelle que le ministre russe de l'époque, Igor Ivanov, a été un membre actif du groupe de contact qui a conduit pendant 18 mois la négociation que menaient les ministres dont je faisais partie avec Milosevic pour trouver un compromis sérieux, raisonnable sur l'affaire du Kosovo. Et qu'on était arrivé à la conférence de Rambouillet à un accord satisfaisant que soutenait le président serbe, pas yougoslave, puisque Milosevic s'était institué président yougoslave, mais il y a un président serbe, Milutinovic, qui acceptait le compromis qu'on avait préparé. Donc et après, les Albanais avaient refusé, puis ils avaient accepté, etc. Et c'est le refus de Milosevic qui était absurde, qui ne comprenait rien au monde contemporain, un peu comme Saddam Hussein, qui a entraîné la nécessité malheureuse de faire appel à l'OTAN, seule organisation disponible, pour essayer de frapper l'armée serbe. Et Jacques Chirac et Lionel Jospin empêchaient que les ponts de Belgrade se touchaient. Alors il y a un missile qui, malheureusement, est tombé à un mauvais endroit, mais c'est pas du tout l'intention. Donc la présentation par Poutine est inexacte, parce qu'à l'époque, tous les pays européens, même non membres de l'OTAN, étaient d'accord pour qu'il y ait une action. Il y avait eu 2 résolutions du Conseil de sécurité qui condamnaient les exactions serbes, mais qui n'allaient pas, c'est vrai, formellement jusqu'à la formule consacrée qui autorise le recours à la force. Donc on était un petit peu entre les deux. Mais dès que les bombardements ont obtenu bombardements de cibles militaires, ont obtenu que Milosevic finalement donne son accord, ce qu'il aurait mieux fait de donner 2 mois avant, le ministre russe de l'époque est revenu dans le groupe, tout de suite après, pour rédiger avec ses collègues occidentaux, dont j'étais, la résolution qui a mis fin au conflit du Kosovo, mais qui n'a pas accepté l'indépendance du Kosovo. Ça, c'est venu après. Donc, dans la résolution de sortie négociée entre les Occidentaux, Albright, Fischer, moi et d'autres... Mais le fait de reconnaître unilatéralement après l'indépendance du Kosovo, ça n'a pas été une erreur ? Mais c'est après. C'est pas dans la guerre du Kosovo dont parle Poutine. Oui, d'accord. Donc, c'était l'autonomie au sein de la Serbie. L'autonomie. Et donc, la présentation par Poutine est inexacte. Ça, il y a un côté vengeance. On déforme l'histoire, une forme de révisionnisme ? Plein de gens veulent le réviser. C'est pas le négationnisme. Il faut distinguer les gens qui nient des évidences sur Shoah et puis les gens qui veulent réviser, comme veut la Turquie, qui veut réviser les traités, enfin, tous ces trucs. Voilà. Donc, il y a une présentation inexacte. Il ne faut pas tomber dans le piège de la présentation de Poutine qui règle un peu ses comptes avec Medvedev, qui était président à l'époque et qui avait couvert ça. Et donc, on avait retravaillé avec la Russie après. Donc, c'est pas vrai que ce soit la coupure qui a empêché complètement qu'on ait des relations pas chaleureuses, mais enfin normales avec la Russie. Il y a d'autres erreurs occidentales, mais encore une fois, ça n'explique en rien. Si ça explique, mais ça ne justifie en rien la décision tragique pour la Russie, absurde, que
que vient de prendre Poutine. Justement, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Vous nous avez dit que c'était un mystère, mais vous qui l'observez depuis longtemps, comment est-ce que vous le définiriez idéologiquement? Est-ce que c'est un nationaliste, un impérialiste? Oui, non, mais impérialiste, non, il ne va pas conquérir le monde. Hein. Il ne veut même pas reconstituer l'Union soviétique. Il faudrait remettre les pays baltes, il faudrait remettre le Kazakhstan. Enfin, c'est bon. Non, c'est un nationaliste. Un nationaliste viscéral, à l'époque où, des 2 premiers mandats, quand les choses se présentaient mieux, on peut dire que c'est un patriote, un peu extrémiste, un peu viscéral, mais là c'est différent, c'est un nationaliste qui a réveillé le nationalisme russe, toujours un peu dormant. Les Russes se sentent toujours un peu encerclés. Alors, on les trouve paranoïaques, mais rappelez-vous Woody Allen. Même les paranoïaques ont des ennemis. Voilà. Bon, et puis il y a l'Église orthodoxe, c'est sur la même. Il a réveillé tout ça. Mais là, ça va trop loin, et puis lui-même s'est laissé emporter. Et je pense qu'à moyen et long terme, c'est perdant pour la Russie, en tout cas pour lui, parce qu'il y a une opinion russe. Il faut distinguer. Autant je crois que les Russes, donc, en gros, pensent la même chose que lui sur l'historique de l'Ukraine qui est le berceau du monde russe. Mais je ne crois pas que les Russes vont être derrière Poutine dans la guerre. Alors, est-ce qu'ils auraient les moyens de l'exprimer? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense que Poutine va être inquiet sur ce plan et qu'ils vont être obligés de verrouiller plus, de réprimer. C'est en partie une démocratie, puisqu'il y a quand même des élections. Il arrive que les candidats de Poutine soient battus. Hein. est assez populaire aussi. Donc vous pensez qu'il pourrait être moins populaire, voire une contestation plus sévère qu'il ne l'a aujourd'hui? La contestation plus sévère, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a une opinion qui lui échappe et que des gens dans le système commencent à dire peut-être qu'il était trop loin, vous voyez. Ah bon, on verra. Vous dites que c'est un nationaliste. Mais l'heure n'est pas là, parce que mon livre, c'est de réflexion sur 25 ans, mais dans la réalité politique d'aujourd'hui, l'heure est à des décisions claires et nettes. Donc l'endiguement, comme le président Truman avait conduit ça au début de la vraie guerre froide. Et donc, il faut trouver des sanctions. C'est déplorable de n'avoir que les sanctions réserves, et les sanctions extraterritoriales américaines sont un scandale effrayant depuis 30 ans. Il n'empêche que là, on n'a pas d'autre solution. Il faudrait des sanctions intelligentes, ciblées, qui fassent réfléchir les décideurs russes, qui, si possible, ne touchent pas le peuple russe auquel il faut parler. Il faut parler. Madame von der Leyen a commencé. Le président Macron a eu un mot là-dessus. C'est très important de parler aux Russes, en général. Mais là, on n'a pas le choix. Il faut voir quelles sont les mesures, d'abord, pour endiguer. Ça, c'est toutes les mesures militaires dans les pays voisins, autour. Et après, il faut voir comment ça va se passer en Ukraine et comment on soutient le gouvernement qui peut-être va devoir partir, j'en sais rien, quelqu'un faudra Justement, l'objectif à court terme là, de Vladimir Poutine, c'est de faire partir ce gouvernement, de créer un État fantoche. Mais on n'en sait rien. Personne ne connaît l'objectif. Alors, si on prend au pied de la lettre ces arguments extravagants, alors je parle même pas de la dénazification, parce que c'est absurde, il va trouver 3 nazis ennemis à Kiev, c'est absurde, c'est choquant. Mais démilitariser, alors il va dire c'est pour ça qu'il détruit les bases militaires en Ukraine. Donc il faudrait commencer par on va démilitariser, donc commencez par retirer vos troupes. Ce serait la première démilitarisation. Mais le moment n'est pas venu pour négocier avec Poutine de l'avenir de l'Ukraine. On aurait pu, dans l'autre hypothèse, il n'a pas fait ce choix, et dans la grande discussion sur la sécurité en Europe, mais il a abandonné cette option, donc c'est pas possible maintenant. Il a fait un choix qui oblige finalement les Européens et les Occidentaux à une très grande fermeté. Et peut-être le monde entier. C'est pas qu'une affaire avec l'OTAN. D'ailleurs, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. On va parler de la Chine tout à l'heure, mais qui a l'air plutôt, je ne sais pas si elle est pro-russe, mais assez conciliante, justement. Pas tellement. Ils ont dit qu'ils comprenaient, mais il y a des décisions, des déclarations chinoises contre le recours à la force, contre la modification des frontières. Donc il va y avoir plein de pays aux Nations Unies, peut-être même au Conseil de sécurité, et qui vont être très gênés d'avoir à approuver la politique Poutine. Il faut jouer de ça. Ils vont peut-être pas oser la désapprouver, mais il y a une fissure qu'il faut élargir. Ce n'est pas qu'une affaire qu'avec les Occidentaux, qu'avec l'OTAN, dans lequel l'Ukraine n'est pas. Normalement, ça devrait être un choc mondial. Parce que dans la Charte des Nations Unies, je sais bien qu'elle n'est pas respectée, mais quand même pour un certain nombre de pays, c'est inquiétant qu'elle ne le soit pas à ce point-là. Vous voyez ? Donc il va y avoir, il faut faire une coalition mondiale de gens qui disent c'est pas possible d'agir comme ça. D'ailleurs, contre Saddam Hussein, quand il avait mis la main sur le Koweït avec des tas d'arguments
sa façon. Il y avait une réaction très large. Et dans la coalition qu'avaient montée les États-Unis, à l'époque, il y avait 7 ou 8 pays arabes dans la coalition américaine, où on était aussi. Donc ce n'est pas qu'une affaire Poutine-Alliance. C'est une affaire globale. Il y a plein d'endroits dans le monde où des gens vont se dire « Oulala, mais si un gars, un voisin, je ne sais pas où, se met à faire comme Poutine, qu'est-ce que je vais devenir ?» Bon, alors dans l'immédiat, il faut que l'Union européenne, les États-Unis... Mais Poutine s'y est préparé sans doute aux sanctions. C'est pour ça que vous pensez que ça doit être plus large. Et concrètement, quelles sanctions pourraient impacter On va pas entrer dans le détail, là, mais certains disent qu'il faut que ce soit des sanctions qui touchent plus personnellement les oligarques proches de Poutine. Ils ne le sont pas tous, parce que Poutine a rétabli un pouvoir autoritaire très important contre beaucoup d'oligarques. Mais il y en a certains qui sont dans son système. Donc il faut cibler. Même remarque sur les sanctions, c'est désolant, mais on n'a pas le choix, donc il faut en faire. Donc il ne faut pas que ça pénalise le peuple russe, à qui il faut parler et expliquer. Il faudrait qu'il y ait des émissions russes de la part de tous les dirigeants occidentaux. Et il ne faut pas que ça nous pénalise, nous. Alors c'est vrai que dans les sanctions adoptées depuis 2014, après l'engrenage crimée, qui aurait pu être évité si on avait écouté Kissinger et Brzezinski, il y a plein de sanctions qui ont abouti à ce que la Russie s'est autonomisée. Et il y a plein d'exportateurs français qui exportent plus en Russie. Parce donc que les sanctions se sont retournées contre nous d'une certaine manière. Donc il faut être très, très fin, très bien ciblé, et en même temps continuer à parler. J'ai vu que le président Macron avait rappelé Poutine pour lui dire d'arrêter de se retirer. Il a raison, il ne faut pas critiquer ça. Je redis encore une fois que pendant la guerre froide, oui, on parlait en même temps tout le temps. Et qu'à la fin des fins, on a gagné. Merci Hubert Védrine, vous restez avec nous sur Sud Radio. Avons-nous changé d'air? Est-ce le début d'une nouvelle guerre froide, voire d'une guerre mondiale qui ne dirait pas son nom? Après la pause sur Sud Radio, les réponses d'Hubert Védrine en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio. Hubert Védrine répond à nos questions sur l'Ukraine et la Russie. En toute vérité, il nous parle aussi de son livre, Une vision du monde, une anthologie de ses textes sur 25 ans. C'est une anthologie qui permet de comprendre mieux la situation actuelle. Et justement, le passé et le présent se recoupent un peu dans ce conflit. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a expliqué qu'un nouveau rideau de fer s'était abattu sur l'Europe. Est-ce le début d'une nouvelle guerre froide? Hubert Védrine. Oui, on est dans une nouvelle guerre froide, oui. Mais donc, il faut réétudier la guerre froide, la vraie. Comment on a fait? Puisqu'on l'a gagnée. Il faut rappeler ça, on l'a gagnée. Elle n'est pas devenue chaude, elle est restée froide. Il y a eu plein d'événements, il y a eu des moments terribles. Le blocus de Berlin, et Staline a raté, Cuba, et Khrouchtchev a dû retirer ses missiles. Et d'ailleurs, Kennedy avait retiré après ces missiles qui étaient en Turquie. Donc il y avait une part de négociation. Il y a une part de négociation secrète à l'époque, et qui a eu lieu quand même. Donc même dans les moments les plus durs, il y a eu des négociations. Vous voyez. Donc il faut retrouver faut réétudier la période, la fin des années 40 et les années 50. C'est dommage, C'est dommage pour les gens qui ont cru qu'on était entré qu'il y avait la fin de l'histoire, au sens sympathique du terme, et qu'on était dans la communauté internationale. Enfin, ce qui est fou, pardon, je vous coupe, mais il y a encore, c'est vrai que c'est un état d'esprit qu'on ressent parfois dans les médias, mais ça paraît fou. Après le 11 septembre, on pouvait penser que ces illusions n'existaient plus, au moins dans les... Il y a plusieurs chiffres, parce que le 11 septembre, c'est une apparition violente, une bataille géante qui a lieu au sein du monde musulman, notamment sunnite, où il y a une minuscule minorité. Alors, il y a beaucoup de traditionalistes, de fondamentalistes, et il y a une minuscule minorité qui devient terroriste, mais il suffit qu'ils soient très très peu nombreux pour faire des attentats suicides. Ça concerne l'ensemble des zones du monde dans lesquelles il y a des musulmans, où il y a une bataille énorme, tout le temps, entre la micro-minorité islamiste et les autres. Et tous les musulmans sont en lutte. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre les islamistes et les musulmans. Non, bien sûr, mais ça s'inscrit dans une forme de choc de civilisation tout de même, alors, qui est loin de la vision de Fukuyama. Non, mais oui, alors ça n'a rien à voir avec Fukuyama. C'est pas exactement Huntington non plus, parce que c'est à l'intérieur du monde musulman. Et nous, en Europe, on est un peu un terrain de lutte latéral. On prend les dommages collatéraux. Les dommages collatéraux par rapport à ça. Alors ça, c'est une chose. Et le 11 septembre va montrer que
même la première puissance mondiale, la plus grande puissance de tous les temps, l'hyperpuissance, était vulnérable quand on a affaire à des gens déterminés, prêts à se suicider. Même pour ça. Ça, c'est une chose. Mais ça ne concernait pas l'ensemble du sujet. L'ensemble du sujet, c'est que les Occidentaux, les Européens notamment, puis les Américains, qui ont contrôlé la marche du monde pendant plusieurs siècles, à partir de la colonisation. Il n'y a pas de monde global avant. Ils ont tout contrôlé, bien ou mal, ça c'est un autre débat, le bilan, mais en tout cas, ils n'ont plus le monopole de ça. Donc le vrai, plus important que Poutine, plus important que c'est la fin de l'hégémonie américaine. C'est la fin du monopole occidental. Monopole. Les Occidentaux sont restés très puissants, notamment les Américains. Les Européens sont tellement embarrassés, emberlificotés sur la puissance qu'ils n'y arrivent pas, mais les Américains, oui. Mais il y a un débat là-dessus. Moi, je dialogue depuis des années avec un grand géopoliticien asiatique et singapourien, Kishore Mahbubani, qui me dit à chaque fois, ça va plus loin que ce que vous dites. C'est pas simplement la fin du monopole occidental, c'est la fin de la parenthèse occidentale. Alors, il n'est pas chinois, mais enfin, il exprime ce que pensent certains Chinois et d'autres. La parenthèse occidentale. Je suis pas du tout sur cette ligne. Hein. Il faut savoir que cette idée existe. Donc, savoir comment nous, on se situe, nous, les Occidentaux, les Européens, ou plus précisément les Français, comment on se situe par rapport à cette prise de conscience d'une relativisation de notre puissance, même si elle est encore énorme, sans parler de notre richesse, qui est énorme. Donc voilà le cadre général. Alors après, on peut se concentrer sur la Russie, sur l'Europe de l'Est, sur l'Afrique, l'Asie, ceci, cela. Mais ça, c'est le cadre général historique. Et beaucoup d'Occidentaux n'arrivent pas à franchir ce pas. Parce que pour beaucoup d'Occidentaux, par conviction, par sincérité, par, disons, esprit missionnaire, esprit prosélyte, l'Occident est issu de la chrétienté, qui est fondamentalement prosélyte quand même, hein. Aller évangéliser toutes les nations, aller droit de l'homiser toutes les nations. Vous voyez. Donc beaucoup de gens n'arrivent pas à franchir ce pas. C'est trop douloureux et c'est trop inquiétant. Parce qu'ils ne voient pas dans ce monde d'après comment on va garantir notre sécurité et simplement la perpétuation de notre civilisation. C'est pour ça que les politiques étrangères occidentales sont souvent erratiques. Je ne sais pas trop comment répondre à ça. Justement, vous voyez, c'est pas que Poutine. Hein. Vous expliquiez qu'on était dans une nouvelle guerre froide, mais effectivement, c'est pas que Poutine. C'est pas que moi, c'est une évidence. Oui, c'est une évidence, mais voilà, il y a le regain de tension Est-Ouest, mais on peut se demander. Non, j'ai pas dit Est-Ouest. Enfin, c'est le langage monde capitaliste, monde communiste. Là, c'est plus précis. C'est la Russie. La Russie ou la Chine. La Russie contre l'Ouest, justement. Je voulais en arriver là, mais il y a aussi la Chine. On peut se demander si c'est pas finalement un prélude à un conflit beaucoup plus inquiétant entre l'Occident et la Chine. Et est-ce que il y a une possibilité d'alliance entre la Russie et la Chine aujourd'hui? Alors, il y a un rapprochement entre la Russie et la Chine, à mon avis, alimenté par nos erreurs occidentales, et je redis à chaque minute que les erreurs occidentales ne justifient en rien les décisions tragiques prises par Poutine. Hein. Bon. Il ne s'agit pas de l'excuser. Mais il y a un rapprochement qui fait peur aux Russes en réalité. Donc ils sont très gênés d'être obligés de faire ça. Il y a 20 millions d'habitants entre l'Oural et Vladivostok. 20 millions. D'un point de vue chinois, c'est peanuts, vous voyez, par rapport à ça. Mais c'est la situation qu'on devrait être obsédé stratégiquement par le fait de détacher la Russie de la Chine et de rapprocher la Russie dans des conditions acceptables de l'ensemble occidental, et notamment de l'Europe. C'est tout ce qu'on a raté dans les 20 dernières années, mais Poutine rend l'affaire inatteignable maintenant, en tout cas pour quelque temps. Après, la question chinoise, c'est un vrai défi, mais c'est pas, je parle pas en termes de guerre, je suis pas grandiloquent et je dramatise pas, mais c'est un vrai défi. Alors, tant que la Chine se développait génialement depuis l'orientation de Deng Xiaoping, qui est l'homme qui a changé le monde quand même, finalement. On disait, c'est bien, bravo, c'est impressionnant, le décollage de la Chine, et l'ensemble des grandes entreprises américaines et un peu européennes ont joué à fond cette carte. On va transférer nos productions en Chine, nous on va avoir des entreprises sans usine, idéologie complètement absurde, et on va se transférer en Chine, qui va devenir l'usine du monde, l'atelier du monde, nanana. Mais à un moment donné, ils ont donc perdu le contrôle, et on a bien vu avec la pandémie qu'on était affaibli, trop dangereusement dépendant d'une vision
trop angélique de la mondialisation. Mais tant que la Chine se développait, on disait c'est perturbant, mais enfin bravo. À partir du moment où le président Xi Jinping change complètement de ton par rapport à Deng Xiaoping et ses deux successeurs, et commence à dire non seulement plus personne ne pourra nous empêcher de nous développer. On est bien obligé de dire oui, ok, bon, on prend note. Bon, mais quand il passe à la suite, en disant et d'ailleurs notre système est meilleur que le vôtre, et d'ailleurs votre système ne marche plus. Là, il enfonce le fer dans la plaie parce que on voit bien que il y a un problème de fonctionnement des démocraties représentatives qui sont contestées tous les jours au nom de la démocratie directe, etc. Les démocraties occidentales, oui. Alors là, c'est la démocratie d'ailleurs en général, notamment occidentale, mais même pas que. Là, ça c'est quand même insupportable, une insolence insupportable du point de vue des Occidentaux, mais c'est hyper inquiétant en même temps. Parce que ça veut dire qu'il y a une confrontation entre deux modèles. Là, pour le coup, un peu comme dans la guerre froide. Alors, à l'époque, c'était les communistes et le modèle capitaliste. Et là, ce sera la démocratie libérale. La guerre froide, c'était très, très physique aussi, très territorial, très géographique. Face aux autocraties. Là, il y a un affrontement de systèmes. C'est une sorte de guerre de religion, vous voyez, par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça que petit à petit, les États-Unis, qui avaient joué à fond la carte de la Chine, la carte de l'entrée de la Chine dans l'OMC, en croyant que la Chine allait donc se développer, même si elle ne respectait pas nos règles. Elle allait se développer, donc s'enrichir, se moderniser et donc se démocratiser. Ce qui ne s'est pas du tout produit. Alors là, ça heurte quelque chose qui est installé dans la tête des Occidentaux depuis le 18e, depuis l'invention de la croyance dans le progrès, en fait. On ne comprend plus, ça ne marche plus. Ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Et donc les Occidentaux sont désemparés, et petit à petit, les Américains ont tourné. Obama a dit je mets le cap sur l'asile, pivot vers l'asile. Pacifique, ouais. Trump en a fait l'ennemi numéro 1, et Biden continue. Les personnalités sont tellement antagonistes qu'on ne peut même pas l'imaginer, mais il y a une continuité entre les trois là-dessus. Et donc pour Biden, c'est le défi numéro 1. La question chinoise, le défi chinois. Les Américains ne peuvent pas accepter que la Chine devienne numéro 1. C'est insupportable pour eux et c'est hyper inquiétant. Bon, et du coup, je pense que Biden est très, très, très embêté par ce qui se passe en Europe. Fait de Poutine. Il doit en vouloir énormément à Poutine de pouvoir avoir adopté l'autre option qui était gérable. Oui, donc mais ça peut le rendre très, 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 très dur contre Poutine, d'autant que c'est ce que demande le Parti républicain et en tout cas les élites et les médias américains. On a parlé de la fin de l'histoire et de l'illusion de la fin de l'histoire. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement dans la revanche de l'histoire ? Pour le coup, la revanche de la Russie, humiliée après la guerre froide, et la revanche de la Chine, qui redevient une grande puissance. En effet, la fin de l'histoire était une vision erronée, en tout cas très, très, très prématurée. Fukuyama dit « Je pense que j'ai quand même raison à long terme, mais c'est peut-être dans 500 ans, on ne sait pas bon. » C'est pas dans 50 ans, non. Mais à partir de là, il y a en effet on rappelait tout à l'heure que les Occidentaux ont dominé le monde pendant 3-4 siècles. Bon. Donc il y a d'autres pays qui veulent prendre leur revanche comme au sport. Si c'est comme en sport, ça va. Vous avez gagné, maintenant on va jouer, on va peut-être gagner, etc. Ça, sauf que ça peut faire des morts. Non, mais si c'est que la revanche, simplement au sens c'est mon tour de gagner, c'est gérable. Mais certains veulent se venger. C'est pas la même chose que la revanche. Et certains pays sont révisionnistes, au sens il faut réviser les règles que les Occidentaux nous ont imposées. C'est pas que la guerre froide, la Turquie d'Erdogan veut remettre en cause les traités d'après la Première Guerre mondiale. Y compris le deuxième traité qui était bien meilleur sur la Turquie. Donc il y a plein de puissances révisionnistes. Qui veulent prendre leur revanche. On continue à en parler après la pause. Merci Hubert Védrine d'être avec nous sur Sud Radio. Et maintenant, que va-t-il se passer ? Quelle doit être la réponse du monde occidental, de l'Europe, mais aussi de la France ? Après la pause, l'analyse d'Hubert Védrine en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.
Nous sommes de retour sur Sud Radio. Hubert Védrine répond à nos questions sur l'Ukraine et la Russie en toute vérité. Il développe également sa vision du monde. Une vision du monde, c'est le titre de son dernier livre qui paraît dans la collection Bouquins, une anthologie de ses textes depuis 25 ans. La question qui se pose désormais, Hubert Védrine, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Les sanctions économiques sont-elles suffisantes? Ne risquent-elles pas d'être contre-productives? C'est le problème classique des sanctions. Puisque Poutine nous ramène à ça, par un choix tragique pour le peuple russe, il faut repenser à la guerre froide, à ses débuts. Donc il va falloir endiguer, et toutes les mesures qui sont prises dans les pays de l'OTAN, autour de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie, sont des bonnes mesures par rapport à ça. Il faut au moins que les choses soient très claires, très nettes là-dessus. Après, il faut avoir une politique à long terme. Il faut trouver les sanctions les plus pénalisantes et pas dissuasives, on a dépassé ce stade, mais pénalisantes pour les décideurs et qui fassent le moins souffrir le peuple russe et qui en même temps ne nous pénalisent pas nous. Il y a une sorte de retombée inattendue masochiste souvent dans les systèmes de sanctions. Et après, il faut aller au-delà parce que je crois qu'il faut parler aux Russes par-dessus la tête de Poutine et même quand les Russes sont assez d'accord, et je raconte Poutine sur l'histoire, même si ça nous paraît insensé, ils sont pas d'accord pour la guerre. Hein. Par exemple, dans l'affaire de l'Afghanistan, le soutien, le régime, alors c'était un autre régime, mais il y avait de moins en moins de soutien russe. Bon, ça c'est une chose. Et à long terme, il faut garder les grandes options, c'est-à-dire, il y a le défi chinois, il y a le fait que les Occidentaux doivent avoir une gestion intelligente et pas simplement moraliste, déclamatoire et manichéenne des rapports mondiaux. Il faut qu'on trouve par rapport aux pays émergents, dans certains cas, il faut résister, dans d'autres cas, il faut faire des deals. Enfin, il y a toute une sorte de géopolitique à long terme qu'il faut avoir en tête, parce que la civilisation occidentale est quand même sous pression. Hein. La bataille de l'islamisme, etc. Donc, une vision générale. Et évidemment, là, on se retrouve aujourd'hui, on est en pleine offensive poutinienne en Ukraine. Donc, c'est ce sujet. Mais dans la durée, il n'y a pas que ce sujet. Et il faut que les Européens... Et une vision globale, en fait. Peut-être, enfin, à se résigne à ce que l'Europe devienne une puissance. Justement, ça n'a jamais été leur idée. Hein. Ce qui me frappe là, c'est notre très grande impuissance. On semble pris au dépourvu. Comment on renoue avec la puissance en Europe? C'est possible dans le cadre de l'Union européenne actuelle? Non, la puissance en Europe, c'était la puissance des pays. Eh oui. C'est l'Angleterre, la France, l'Allemagne, puissance etc. des nations, mais c'est voilà. Il n'y a jamais eu de puissance européenne. D'ailleurs, il faut revenir à l'origine, sinon on ne comprend pas pourquoi les Européens ne soutiennent pas plus les propositions faites par plusieurs présidents français, et plus récemment par le président Macron, en termes de puissance. Ça leur fait peur. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Européens ont tourné cette page. Terminé. Les Allemands en particulier, d'ailleurs, qui sont les plus puissants économiquement. Non, mais les Allemands, c'est pas à cause de l'héritage du passé, mais tous les Européens sont comme ça. Ils ont vécu dans une idée kantienne, une idée fukuyamesque avant Fukuyama, la communauté internationale, la fin de l'histoire, etc., en espérant qu'on n'aurait plus besoin des rapports de force, de la puissance, etc. Ça fonctionne pas. Si le monde entier était peuplé de 7 milliards d'Européens de l'Ouest, sorte de boy scouts désireux de coopérer entre eux, ça irait très bien. C'est le monde réel, n'a aucun rapport avec ça. Oui, vous avez dit... Bon, mais je le dis depuis. Mais c'est pas original. Qu'on était des végétariens dans un monde de... Non, c'est pas moi ça. C'est pas vous. Non, la formule classique, c'est que les Européens sont des bisounours dans le monde de Jurassic Park. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est ma formule. Mais il y a une formule d'un grand ministre allemand qui est Steinmeier, je crois, à moins que ce soit... je suis pas sûr du ministre, mais je suis sûr que c'est un ministre allemand qui a dit très très bien, qui a dit attention, nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques. Mais les frères dans ce genre, par rapport aux Européens, n'ont pas changé le fait que les Européens ne veulent pas devenir une puissance, ils pensent que c'est dégoûtant, que c'est horrible, que c'est dangereux et que c'est mal et qu'il faut pas. Donc ils espéraient, dans la période de mondialisation idyllique, là, ils espéraient régner sur le monde par leurs valeurs, nos valeurs universelles, nos normes, des choses comme ça. Puis là, il y a une espèce de monde réel, rustique et violent qui n'avait pas disparu en réalité, mais qui revient. Mais à l'origine, après la guerre, l'avenir de l'Europe a été très bien conçu par les Américains dans le cadre du plan Marshall. Ils pensaient d'ailleurs que ça leur éviterait d'avoir à faire une alliance militaire.
Ils ont dû quand même faire l'annonce militaire parce que Staline a été trop provocant, n'a pas appliqué les engagements pris à Yalta, etc., etc. Et après, la construction européenne était très bien pensée par les Américains. Mais c'est une construction économique. Et si on prend les pères fondateurs de l'Europe, que les gens traitent comme des saints de vitrail, comme Monnet ou Schuman, il n'est jamais question de puissance européenne. Jamais. Jamais, jamais. C'est protégé par l'Alliance Atlantique. Et donc, dans la psychologie des Européens d'aujourd'hui, c'est toujours là. Donc, il faudrait un choc mental. Alors, un choc mental, comme on dit dans le sport, hein, le mental. Chez les Européens, un choc psychologique. En disant, bon, il faut qu'on devienne une puissance raisonnable, naturellement, pas pacifiste, mais pacifique, mais quand même, il faut qu'on se fasse respecter. On pouvait espérer que Trump arriverait à ce résultat. Oui, en disant je me retire, etc. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Les Européens ont dit on va attendre la fin du cauchemar. On pouvait espérer que la pandémie, qui a démontré un excès de dépendance, aboutisse à ça. Un peu. Le travail de la Commission est très bien, von der Leyen est très bien, Thierry Breton est très bien, pour réduire la dépendance dans des domaines de santé, de technologie. Économique, oui. Et sur le cœur du cœur, sur la défense, non. Alors, peut-être que Poutine, paradoxalement, va engendrer ce choc. Effectivement, mais vous nous avez rappelé tout à l'heure que l'Europe, elle était forte de ses nations. Il y a plusieurs chemins pour parvenir à la puissance. Et le chemin que semble vouloir emprunter le président de la République, c'est celui de l'Europe de la défense, de ce qu'il appelle la souveraineté européenne. Le chancelier allemand Olaf Scholz plaide, lui, pour le recours à la majorité qualifiée sur les questions de sécurité. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous croyez que ce grand saut fédéral est réellement la solution? De toute façon, je pense que le saut fédéral n'aura pas lieu parce que il ne sera jamais ratifié démocratiquement. C'est pas ce que demandent les peuples d'Europe. Alors, il y a des partis politiques, dont le SPD, donc Scholz, qui mettent ça comme perspective, mais c'est un horizon, vous voyez. Et alors, les Allemands aussi sont tentés de mettre ça en avant parce que ils ont une telle influence dans le système européen que pour eux, ils pourraient avancer dans ce sens sans avoir à renoncer à des intérêts nationaux évidents, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Quant au président Macron, j'encourage à étudier l'évolution qui est la sienne depuis les discours de la première année et dans la façon dont il traite les sujets européens maintenant, de façon toujours très très énergique, active, assez réaliste, pour que le système européen fonctionne de façon, disons, cohérente avec les intérêts français, favorable avec. Et tout ce qui est dit sur les sujets justement de technologie, de réindustrialisation, le combat qu'il a mené sur le nucléaire pour que le nucléaire soit accepté dans la taxonomie, alors que les Allemands voulaient absolument pas qu'il y soit. Ils ont dû accepter un compromis parce qu'ils dépendent du gaz, précisément parce qu'ils ont pris une décision absurde à l'époque de Mme Merkel sur le nucléaire. Bon. Donc il faut voir ce qu'est le président Macron aujourd'hui, avec une expérience qui est la sienne et qui est unique par rapport à ça. Bon, pour répondre simplement, je crois qu'on peut avancer beaucoup dans une Europe des projets, dans beaucoup de domaines. Le Green Deal est très bien, par exemple. La réindustrialisation écologique, parce que l'écologie de l'avenir, c'est pas celle des écologistes politiques, qui est dans une impasse totale. C'est l'écologisation rationnelle, scientifique, moderne. Donc là, les convergences sont possibles. Et les Européens peuvent être à l'aise avec ça. C'est sur la notion précise de la défense, qui ne sont pas mûres, et même quand la France propose des avancées, des coopérations industrielles, tout ça, c'est très bien. C'est très bien. J'ai simplement souligné le fait que les Européens, dans leur tête, restent accrochés à l'idée que il vaudrait mieux continuer de protéger par les États-Unis et ne pas avoir à s'organiser à notre niveau pour faire ça, parce que c'est très cher, c'est dangereux, les opinions ne veulent pas de la défense, mais du social. Bon. Mais ça revient à la même conclusion qu'avant. Il n'est pas exclu que Poutine, par sa décision récente, engendre une réaction. Est-ce que la défense européenne, c'est pas la défense française? Comment? La défense européenne, est-ce que c'est pas la défense française, tout simplement? Non, la défense française, c'est la dissuasion française, nucléaire. La dissuasion, c'est les intérêts vitaux du pays. Du pays, et on ne définit pas le détail des intérêts vitaux, mais c'est ça que ça ne peut pas se partager, ça. Si on se partage, l'adversaire potentiel n'y croit pas. Donc il faut que la dissuasion soit dissuasive. Il faut qu'il y ait à la tête un dissuadeur crédible. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que la France, finalement, sur ces questions de défense, ne doit pas être en tête?
Non, sur le nucléaire, ça ne peut pas bouger. C'est vrai du nucléaire des autres pays. Demandez aux Israéliens, aux Indiens, aux Pakistanais, etc. Sur le reste de la défense, il peut y avoir des progrès de coopération industrielle, mais ça suppose que nos partenaires jouent la carte européenne et non pas la carte américaine. Parce qu'en général, ils achètent américain parce que c'était rentabilisé sur le marché américain, donc c'est moins cher. Donc s'ils veulent vraiment traumatiser par ce qui se passe, il faut quand même, ok, on a compris, il faut qu'il y ait une défense des Européens qui s'ajoute à l'Alliance. On va le faire entre nous. Là, il peut y avoir dans les mois, les 2-3 années qui viennent, une énorme opportunité européenne que la France recherchait, mais sans que ça se déclenche. Hubert Védrine, vous sortez ce livre, une vision du monde, qui est une anthologie de vos textes depuis 25 ans. Vous faites une préface, et ce sera la dernière question de cette émission, dans laquelle vous vous définissez comme un réaliste à contre-courant. Je voulais simplement vous demander qu'est-ce que c'était qu'être réaliste à contre-courant dans le monde actuel. C'est très simple, c'est que d'abord à 20 ans, on n'est pas réaliste. On est romantique, on a plein d'idées sur beaucoup de sujets, etc. Puis on n'a pas du tout envie d'entendre des raisonnements réalistes. Et donc je raconte le choc. Puis moi je suis issu d'un milieu, disons, très catho de gauche, très ouvert, l'aide au développement, le tiers-monde, et énormément d'amis étrangers. C'est un milieu très ouvert, pas du tout diplomatique, et pas du tout centré sur les rapports de force. Donc je raconte, à la demande de mon éditeur Jean-Luc Barret, comment le choc de la réalité, quand je suis devenu conseiller diplomatique de François Mitterrand à 34 ans, le choc est énorme. Parce que quand c'est un président, on peut plus dire n'importe quoi, comme on dit sur un... Vous voyez, dans un plateau de télé, par exemple. Un plateau de télé, et encore, on est face à quelqu'un, il faut faire attention. Mais vous savez, sur Internet, on signe Marsupilami, on peut dire n'importe quoi. Bon, dans un bistrot, on peut dire n'importe quoi. On écrit quelque chose, on se dit, oh là là, mon Dieu. Mais si le président prend au sérieux ce que je recommande, donc il y a une notion de responsabilité qui vient. Puis après, on dit, il y a un rendez-vous avec Reagan. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à Reagan? Bon, donc le choc de la réalité du monde, c'est ça que je décris. Alors pourquoi à contre-courant? Parce que la France n'est pas tellement réaliste. C'est pas ce qui fait le charme de la France. C'est un pays romantique, c'est un pays exalté, c'est un pays parfois grandiloquent. Et donc, c'est pas naturel ni spécialement valorisé d'être réaliste. C'est ma vie, je le suis devenu. Je pense que c'est plus honnête d'être réaliste quand on parle du monde. Et je plaide beaucoup pour que la France, entre la grandiloquence excessive et la dépression injustifiée, sans parler de la repentance et de toutes les bêtises woke, vous voyez, je plaide pour un point d'équilibre. Voilà. Qui est le réalisme. Hubert Védrine, merci. Lisez Une vision du monde. Merci d'avoir été avec nous, Hubert Védrine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de En toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.